Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire sur les tendances d'expérience de séjour éco-responsable. Nous sommes à nouveau en compagnie ce matin avec notre partenaire Open Tourism Lab. 3 startups viendront apporter leur témoignage sur cette thématique, mais Alicia d'OTL vous les présentera plus en détail. Bon, je vois que tout le monde a pris l'habitude. Vous avez bien tous coupé vos micros et coupé vos caméras. Concernant les questions, vous pouvez les poser dans le chat et nous répondrons au fur et à mesure. Le webinaire est bien entendu enregistré et vous recevrez le lien replay ainsi que la présentation complète qui va être faite sous 48 heures. Et puis, ça sera également disponible sur notre site professionnel. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Alicia d'OTL et puis je vous dis bon webinaire à tous. Merci beaucoup Florence. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'on voit bien l'écran? Oui, Alicia, c'est tout bon? C'est bon, oui. Parfait, merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Donc, on est ravis effectivement de se retrouver pour ce deuxième webinaire de notre série de 5 que nous animons, donc comme le disait Florence, en partenariat avec le CRT. Voilà. Donc, pour me présenter, je suis Alicia, je vais représenter Open Tourism Lab aujourd'hui et vous expliquer en 2 mots ce que nous faisons au quotidien et ce pourquoi nous sommes là sur ce webinaire. Donc nous, notre ADN, on aime bien le présenter comme ça en tout cas, c'est l'innovation dans le tourisme, vous l'aurez compris. On l'applique à travers 3 métiers. Le premier étant de travailler sur le marketing de l'offre, ce qui existe en matière de solutions au service du tourisme. C'est faire en sorte que des entreprises innovantes puissent émerger dans ce secteur-là, donc des startups. Et à date, voilà, nous en avons accompagné près de 100. Le deuxième métier est de travailler sur la demande, sur les besoins en matière de tourisme. C'est accompagner des territoires et des grands comptes du tourisme dans la recherche de nouveaux services et produits innovants. On part donc d'une idée, souvent d'une feuille blanche, on la conceptualise et on les accompagne, en tout cas on peut aller jusque-là, jusqu'au développement de ce service ou de ce produit innovant. Et donc, notre troisième métier, c'est la connexion entre ces deux mondes, faire rencontrer les startups et les filières du tourisme par des temps événementiels, par exemple. Voilà. Donc, en termes d'innovation, on entend notamment innovation, pas seulement technologique, c'est notamment sur la transformation digitale, durable, mais aussi l'innovation sur les nouveaux usages, les nouvelles tendances, évidemment. Donc voilà, donc aujourd'hui en tout cas on se retrouve pour parler des tendances d'expérience de séjour éco-responsable et ce dans les milieux ruraux. Alors souvent on se dit voilà, pourquoi on parle d'éco-responsabilité? Parce qu'aujourd'hui on en entend tous parler, on ne parle que de ça principalement. Cette notion-là devient un standard. C'est plus qu'une tendance, elle est ressentie partout ou du moins de plus en plus, que ce soit dans nos comportements au quotidien ou que dans nos actes d'achat. En tout cas, dans ce contexte-là, ce qui est intéressant de faire pour valider, on va dire, l'importance de cette tendance telle qu'on la présente, c'est notamment d'aller observer ce qui se passe dans les grandes marques, distributeurs ou plateformes tout type, c'est-à-dire leur façon de présenter en tout cas les offres, leur segmentation et la qualification des filtres de recherche, par exemple. Pourquoi faire ça? Parce que, en général, c'est ce qu'on dit, quand les gros, entre guillemets, s'y penchent, ce n'est pas pour rien. Ils s'appuient souvent sur des études qui soulignent le sérieux d'une nouvelle tendance et en tout cas qui marquent des changements de comportement d'achat, donc qui incitent à y prêter attention de plus près. Là, typiquement, on a pris 3 exemples. Zalando, pour ce qui est des achats quotidiens, Zalando, plateforme que l'on connaît, qui vend des vêtements, des accessoires, des chaussures, et qui en a fait de l'éco-responsabilité une rubrique dédiée dans leur filtre de recherche pour chaque typologie de produit, ce qui donne accès à des informations sur l'impact des produits. On voit qu'il y a différentes icônes, un icône égale un critère, ce qui donne accès à la clientèle à une meilleure traçabilité à la fois des produits, mais aussi de les acculturer, de les informer sur leur impact et notamment en termes d'écologie, donc de les placer en conscience d'achat. Ensuite, concernant l'alimentaire, typiquement, on voit que les rayons bio
s'élargissent dans les magasins bio et même accès producteurs locaux fleurissent de plus en plus. On peut aussi faire le lien avec les critères d'évaluation, de notation sur chacun de nos produits que l'on retrouve maintenant en grande surface, qui sont qualifiés de la lettre A jusqu'à la lettre D. Donc pareil, on est toujours dans le même système de sensibilisation à l'acte d'achat. Et idem pour forcément les réservations de séjour, les plateformes de réservation, on n'a pas pu s'empêcher d'aller voir ce qui se passait sur Booking. Et on peut observer le même phénomène-là avec voilà, le critère durabilité, établissement, voyage durable. Alors après, il faut voir le Zoom 2, on va dire, des critères sur lesquels il se base pour qualifier d'un hébergement durable. Bien entendu, attention au greenwashing. Maintenant, revient à chacun d'agir selon ses propres valeurs, je dirais. Mais en tout cas, ces plateformes-là, même si c'est paradoxal parce que énergétiquement parlant, la pollution numérique est hyper importante. En revanche, voilà, ils mettent en lumière, ils donnent la visibilité à ce type d'offres. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la notion de durable n'est plus vue, ou en tout cas ne doit plus être vue seulement comme une tendance passagère. C'est une conscience qui s'installe véritablement dans nos usages. Et en ça, l'offre de voyage responsable devient un standard. Le consommateur est informé et a le choix de l'adoption de solutions plus durables, plus responsables, ou non, d'ailleurs. Et certains même jouent sur le système de récompense de son client lorsqu'il consomme ce type d'offre pour favoriser, en tout cas, sa récurrence. Donc, ce raisonnement explique de façon générale les thématiques que nous avons choisies pour cette série de webinars que nous animons avec le CRT, à savoir, première rubrique autour de l'hébergement. Souvent, les personnes commencent par l'organisation de leur séjour, par le « où est-ce qu'on se loge ». Ensuite, deuxième rubrique, les activités. Aujourd'hui, les enjeux du développement durable passent notamment par la valorisation de l'offre, un séjour disponible sur un territoire, tant pour les sociopros que pour les gestionnaires. Veiller à quelles activités sont disponibles et aussi la diversité présente. Et troisième rubrique, le transport, l'itinérance, puisque évidemment l'hébergement ou en tout cas les séjours durables vont avec la mobilité, c'est indissociable. Il y a un phénomène aussi sur lequel on voudrait marquer un temps rapide, qui est de souligner que dans de nombreuses études, en tout cas en sciences comportementales, le phénomène du relâchement des comportements, dit éco-responsable au quotidien, mais en contexte de vacances. Ce phénomène qui est plus ou moins présent et qui s'explique de différentes façons, certes, mais de manière générale, le relâchement peut être dû au fait que l'accès à cette consommation-là, plus responsable, demande un certain effort. Et c'est là notamment que réside l'enjeu des acteurs du tourisme, socioprofessionnels et acteurs du territoire, que vous êtes, que nous sommes, de rendre l'accès à ces offres plus facile en tout cas, essayer de diversifier au maximum les produits et services qui vont en ce sens et leur donner de la visibilité. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui était de l'éco-responsabilité au sens large. Pourquoi on s'est intéressé au milieu rural? Plusieurs enjeux, évidemment. Les deux qui nous paraissent peut-être les plus évidents sont à la fois la revitalisation de certaines zones, en développant ou en tout cas en renforçant une économie, redynamiser ce qui est présent, offrir plus d'attractivité, de commerce, d'activité. Et parfois, le deuxième enjeu peut être aussi de désengorger des sites touristiques sur des zones touristiques qu'on peut avoir sur un territoire. Après, évidemment, parallèlement à ça, il faut veiller à avoir un bon réseau sur l'ensemble du territoire, veiller à proposer une offre de service en termes de mobilité, de transport qui soit suffisante, bien irriguer l'ensemble du territoire, favoriser l'accès à l'information en donnant la visibilité, travailler sur le local, avec le local, puisqu'on l'a vu et on le sait, les gens sont en quête de sens, d'authenticité, et aujourd'hui, c'est plutôt omniprésent. Voilà. Avant de poursuivre, on voulait faire un rapide zoom plus régional, cette fois-ci pour observer en quelques chiffres, certes, mais les profils touristiques qu'on retrouve sur la région. Donc, on a comparé les chiffres 2019 et 2021. Ce qu'on peut observer, c'est que les séjours sont en moyenne courts, voire très courts. Même si la durée varie en fonction du type d'hébergement, c'est le constat qui en est fait. En légère augmentation, ce qui est plutôt positif. J'ai l'impression de présenter la météo. En tout cas, concernant la provenance de la clientèle. Au niveau français, la clientèle Bourgogne-Franche-Comté est en deuxième position.
ce qui traduit une clientèle locale, qui est bon signe pour la région. Et le CRT d'ailleurs mène des actions en ce sens-là, ce qui renforce plutôt la tendance. Ensuite, bon, on le voit, ce sont les régions limitrophes qui sont plus présentes. Et ensuite, au niveau de la provenance clientèle étrangère, voilà, on retrouve le Pays-Bas en première position, suivi de l'Allemagne, la Suisse et la Belgique. Comme on le disait, un tourisme durable passe par un tourisme plus local, forcément, et notamment avec ses propres habitants. Et les stratégies des territoires vont en ce sens. Et là, on voit bien notamment que le CRT de la région l'illustre très bien à travers son champ d'action, que l'on voit bien sur leur site professionnel, avec le déploiement notamment de la filière tourisme durable. Et Florence, peut-être de toucher 2 mots sur ces 2 briques-là. Oui, oui. Alors, c'est pas vraiment une filière communicative que les 4 filières. Néanmoins, on travaille sur ce domaine. Et notamment, on a mis en place avec Artips une plateforme dédiée au tourisme durable qui est ouverte à tous les professionnels du tourisme de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une plateforme gratuite et cette plateforme vous mène progressivement et concrètement vers le tourisme durable et les éco-gestes pour développer cette thématique. Et puis, depuis la pandémie, on a aussi encouragé le tourisme local en créant la marque Sortez chez vous en Bourgogne-Franche-Comté, qui est vraiment, alors c'est pas une marque, c'est plutôt une signature qui est vraiment destinée aux habitants. On communique auprès des habitants à travers nos réseaux sociaux, à travers des e-news, à travers notre site professionnel et on pousse des activités, des offres vraiment dédiées aux habitants pour les inciter à venir passer une journée de découverte, un week-end ou pourquoi pas des vacances en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Parfait, merci. Et ensuite, bon, on termine cette mise en contexte avant de donner la parole justement à nos invités, en abordant les tendances dans les grandes lignes. Donc on l'a assez répété, je pense, mais effectivement, aujourd'hui, il y a de grandes tendances qui amènent de nouvelles façons de voyager et de vivre, en tout cas ces séjours touristiques, que l'on soit touriste ou habitant de sa propre région. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de ces différentes typologies. Qui sont d'ailleurs largement portées par les 3 entreprises à qui nous allons donner la parole juste après. Ces différentes qualifications viennent de façon indirecte casser, entre guillemets, l'image, dans le bon sens du terme, d'un tourisme éco-responsable proposant des conditions primaires telles qu'on pouvait le voir, en tout cas au départ, quand on promouvait ce type de séjour, avec un confort rudimentaire, une déconnexion totale avec le réseau, etc. Aujourd'hui, ce tourisme est possible selon les envies et les usages recherchés par chacun et à des degrés différents. En 2 mots, sur chacun d'entre eux, on a pris l'exemple notamment de la Bretagne, qui met en avant des offres dites green pour tout standing. C'est-à-dire mettre en avant des hôtels, une sélection d'hôtels éco-chics, des restaurants qui s'engagent dans une gastronomie responsable. Donc on voit que ça ne touche pas que l'hébergement, qui proposent notamment des activités en nature, observation d'animaux, des activités ce qu'on appelle slow, plus douces, plus lentes. Et justement, on en vient au slow tourisme. Le slow tourisme qui incite au séjour rallongé, en tout cas à prendre le temps pour mieux faire les choses. On peut dire aussi faire moins, mais mieux, quelque part. Ensuite, on retrouve le no-tourisme. La clientèle étrangère en est assez friande, mais la clientèle française aussi, et locale, et bien heureusement. Et la Bourgogne en sait quelque chose, est très bien placée là-dessus. Et la bulle verte nous en parlera plus largement tout à l'heure. Et puis enfin, on retrouve l'agritourisme aussi, dont on entend beaucoup parler, qui est en forte augmentation et répond à la recherche d'authenticité et de proximité. Et là, on est plus sur un tourisme plus rural encore. Et à ce sujet, même Airbnb en a fait des catégories à part entière à travers les thèmes
système ferme et Grange, il me semble bien, sur leur filtre de recherche d'hébergement. Voilà. Mais il va de soi que parmi tous ces concepts, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, toutes ces propositions d'expérience, il ne faut pas perdre de vue que l'on doit se reconnaître dans la cible clientèle que l'on souhaite attirer. Voilà. Pour être en phase avec ses propres valeurs et ce qu'on souhaite faire véhiculer au sein de notre destination. Eh bien, maintenant, je vais terminer sur cette slide et laisser la parole ensuite à nos invités. Je le rappelle, l'objectif de nos webinars est de vous donner des axes d'inspiration et notamment par la présentation de 3 entreprises, 3 solutions qui répondent de façon complémentaire à la thématique du jour. Chaque présentation sera suivie d'un temps de questions-réponses où là, on vous invite à interagir encore une fois via le chat, si le temps nous le permet, à vous faire prendre la parole directement. Et dans tous les cas, les coordonnées des startups, les informations vous seront envoyées par le CRT et seront disponibles notamment en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Cyrielle qui présentera la Bulle Verte, les écostations de services conçus autour des mobilités douces et proposant des itinéraires aux alentours. Ensuite, Aurélien, cofondateur de Prairie, qui est l'application mobile et qui facilite le tourisme de proximité et permet aux habitants de redécouvrir ou découvrir le patrimoine naturel et culturel de leur région. Et enfin, c'est Mélanie qui clôturera en nous parlant de Vaolo, la plateforme de réservation collaborative qui met en relation des hôtes engagés d'un côté avec des voyageurs soucieux en tout cas de leur impact grâce à une bibliothèque d'expériences de voyage évaluée par sa propre communauté d'explorateurs, en espérant avoir bien présenté chacun d'entre vous. Et donc, à ce moment-là, Cyrielle, je te passe la main et je te laisse partager ton écran. Merci Alicia, bonjour à tous. Alors, je vais hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. Peut-être si tu peux le mettre en plein écran. Je suis en train de regarder. Hop là. Hop. Voilà. Ça arrive. Super. Voilà, parfait. Super. Bon. Merci. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Donc, je suis Cyrielle No, directrice de la Bulle Verte Exploration Tranquille. Donc, merci de m'inviter à ce webinaire autour, en effet, des tendances d'expérience de séjour éco-responsable dans un milieu rural. Donc, d'abord, je voulais revenir. Donc, quand on parle, en effet, de séjour éco-responsable, il y a plusieurs qu'est-ce qu'un séjour? Il y a l'hébergement, mais il y a aussi la mobilité. Alors, nous, chez la Bulle Verte, on travaille beaucoup la mobilité. Pour ça, je voulais vous mettre quelques chiffres un petit peu sur la mobilité et le tourisme en France. Donc, ça, c'est une étude de l'ADEME qui est sortie sur le tourisme durable. Il faut savoir que quand on est dans l'industrie touristique, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 77% viennent de la mobilité. Alors, quand on parle de mobilité, on parle de quoi? Bien entendu, j'allais dire souvent, on parle bien entendu de l'avion, se rendre par exemple sur un site, mais il faut savoir qu'on a jusqu'à 36% des émissions. Au niveau de la mobilité, c'est quand même la voiture. Donc la voiture pour se rendre sur le lieu de villégiature, mais aussi pour se déplacer sur ce site-là. Donc c'est vrai que là on parle en général, je parle de la voiture thermique, puisqu'il faut savoir, et ça c'est pareil, je souhaitais partager ce chiffre, qu'une voiture électrique émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique. Et là je parle bien de la conception et de l'utilisation, puisque si on utilise uniquement une voiture électrique et qu'on parle uniquement des émissions de gaz à effet de serre, c'est nul au niveau de l'utilisation. Mais là, on parle aussi de la conception, donc c'est quand même bon à savoir. Donc, je voulais vous donner quelques cas. Nous, aujourd'hui, en fait, justement, quand on parle de tourisme durable, il y a plusieurs enjeux et plusieurs problématiques. Et surtout quand on parle de ruralité, il faut savoir qu'aujourd'hui, se rendre dans des centres urbains via du train, utiliser des transports en commun, c'est très facile quand on va être au niveau d'une grande ville. Mais dès qu'on sort des territoires, on va avoir plusieurs soucis. Alors, on voit dans un premier temps l'essor de la voiture électrique, mais il faut savoir que dès qu'on sort des territoires, donc si on souhaite offrir une alternative aux véhicules thermiques pour se déplacer, il faut que ces territoires soient équipés en bornes de recharge sur des lieux pertinents, puisque c'est souvent toute la question.
On a une autre aussi problématique sur les territoires ruraux, et ça, Alicia l'a mentionné avant, c'est également générer des nouvelles ressources, renforcer l'attractivité, créer, j'allais dire, des expériences qui vont apporter de la valeur sur le site et éventuellement inciter, j'allais dire, à la consommation en valorisant ce qui existe localement. Et fixer les visiteurs sur le territoire, c'est important. C'est aussi se dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire sur le site, essayer de rallonger, et ça, c'est souvent le cas et le défi aussi des hébergeurs, d'essayer de rallonger, et des destinations, de rallonger le temps du visiteur sur le territoire. Enfin, donc je parlais déjà rendre accessibles nos territoires donc à la mobilité douce. Alors il y a plusieurs entrées, ça peut être le train, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais c'est également, donc je disais, aux véhicules électriques. Sachant que le véhicule électrique, c'est important de penser aussi l'expérience visiteur par rapport à son parcours. Un véhicule électrique, c'est un paradigme un petit peu différent. Aujourd'hui, une voiture thermique, on s'arrête 5 minutes, on fait son plein. Une voiture électrique, sauf si on est sur des très gros chargeurs à très forte puissance, qu'on va trouver uniquement sur des autoroutes, des gros axes qui sont en train de se développer, comme on appelle superchargeurs, il faut un temps de charge. Sur des bornes j'allais dire, de moyenne capacité, on pourra souvent passer 2-3 heures de charge vont nous permettre de recharger 200 km, 150 km. Et du coup, se pose la question, si le client a un véhicule électrique qui veut se rendre confortablement dans le territoire, il va disposer peut-être de ces 2h30, 3 heures. Qu'est-ce qu'il peut faire justement une fois qu'il est sur notre territoire ? C'est toutes ces problématiques en fait qui nous ont amenés, auxquelles on réfléchit avec les sites que l'on accompagne sur l'implication des bulles vertes. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques cas et quelques exemples de problématiques sur lesquelles on a travaillé avec des clients. Au niveau de l'hôtellerie, puisque dans un premier temps, voilà le cas d'un hôtel. Dans ce premier cas, on avait un hôtelier qui est proche d'un point d'intérêt touristique, donc d'un village UNESCO dans ce cas-là, et qui souhaitait, dans un premier temps, offrir plus de services à ta clientèle, la capter, mais offrir un lieu de vie pour la population locale. Il se trouve que donc on est là en Gironde, donc c'est vrai que cet hôtel a beaucoup de clientèle étrangère éloignée, mais il souhaitait aussi renforcer et créer une offre toute l'année pour la population locale. Donc dans un premier temps, c'était compléter l'offre de service et capitaliser sur l'existant. Il se trouve que ce site a un point est localisé dans un lieu assez intéressant, donc à proximité d'un site UNESCO qui attire beaucoup de monde, à 5-6 km. Mais 5-6 km à pied, c'est quand même compliqué, pour la clientèle d'y accéder. Mais il a un grand parking sur son site. Donc en fait, on est parti de ces constats-là. Nous, la manière dont on travaille avec les sites, on les accompagne. Donc nous, on l'a accompagné concrètement à quel niveau ? On a accompagné sur la mise en place des infrastructures de mobilité douce. Donc il souhaitait offrir la possibilité de se charger. Donc on l'a accompagné dans la mise en place de bornes de recharge, mais également de vélos, parce que comme je disais, donc il est à 5-6 km d'un site pertinent, il a un parking, des infrastructures existantes, il a également un restaurant, et en fait il s'est dit pourquoi pas, on a réfléchi l'expérience et la mise en place de son expérience bulle verte par rapport à ce fait-là, et se dire voilà, les clients peuvent venir avec leur voiture électrique ou leur voiture thermique, la laisser, et nous on va et à partir de ce site, en fait, ils vont pouvoir prendre un vélo électrique, puisque c'est un point d'entrée du territoire, et accéder, j'allais dire, au patrimoine aux alentours et au site UNESCO avec un vélo électrique, parce que 5-6 km, c'est parfait, ça se fait parfaitement bien. Et on est allé plus loin dans cette idée également, puisque l'idée, c'est pas juste de mettre à disposition des vélos, c'est vraiment de créer une expérience intégrale sur une demi-journée, une journée, que la clientèle locale va pouvoir utiliser. Souvent, la clientèle locale connaît ce village UNESCO, donc du coup, c'est de créer des itinéraires prédéfinis qui vont valoriser le patrimoine local. Autour de cet hôtel, il y a pas mal de... Donc, il a des partenaires. Donc, dans ce cas-là, on est dans beaucoup de vignerons. L'idée, c'était de créer un parcours qui vont intégrer ces vignerons-là. Donc, lui, notamment, qui sert dans son restaurant. Et de créer du contenu vidéo, audio, pour justement expliquer ce que ces producteurs font aux alentours, et en même temps en bénéficiant du patrimoine local, en allant voir le site UNESCO, ce qui est un double avantage pour le client, pour le visiteur, de ne pas avoir à utiliser son véhicule, et donc de ne pas avoir le souci de parking, parce que quand on est sur un site UNESCO, il est très enclavé, et du coup il y a un souci pour se garer, c'est payant également. Là, il va payer l'expérience, bénéficier du parking gratuit de cet hôtel, et payer uniquement pour l'expérience, j'allais dire, vélo, bulle verte, de découverte avec un itinéraire et une utilisation de vélo électrique. Donc pour l'hôtel, ça lui permet, lui, d'offrir une expérience supplémentaire à ses clients.
qui vont pouvoir se dire, voilà, déjà dès la réservation, se dire, déjà pendant une journée, je vais pouvoir faire une expérience bulle verte et puis après éventuellement visiter ce qu'il y a à visiter aux alentours, compléter l'offre, mais également offrir un service complémentaire de bornes de recharge et autour de la mobilité douce. Donc vraiment, c'est penser combiner du service et de l'expérience. Un deuxième cas que je souhaitais mettre en avant, c'était donc les clients. Donc là, on est plus sur des producteurs, dans ce cas-là, des producteurs de cognac, qui souhaitaient valoriser ces actions RSE. Donc on parlait avant, c'est vrai que la bulle verte, nous, étant originaire de Bordeaux, on a beaucoup, dans un premier temps, développé le no-tourisme et spiritourisme, mais sur des manières différentes. Dans le cas numéro 1, on est quand même sur une expérience no-touristique chez l'hôtelier parce qu'il est entouré de vignerons. Mais il n'y a pas forcément, on a décidé de valoriser, j'allais dire, valoriser le terroir, valoriser le no-tourisme d'une manière un petit peu différente. Pas forcément en visite de caveau, mais c'est vraiment en exploration de la vigne, en créant des contenus. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une visite chez un vigneron pour découvrir le paysage, le terroir. On l'a pensé vraiment par rapport à lui, ce qui était disponible autour de chez lui, aux disponibilités, parce qu'il n'avait pas forcément, son partenaire vigneron n'était pas forcément ouvert à la visite, mais on voulait quand même valoriser. Donc, on a pris une petite vidéo de ce vigneron qui explique son travail et après, les vins vont pouvoir être dégustés au restaurant de l'hôtel, par exemple. Donc, dans ce cas numéro 2, là, on parle plus de valoriser les actions RSE donc d'un site, là, d'un vigneron. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, donc, de plus en plus de vignerons souhaitent donc développe des pratiques bio, mais pas seulement. Donc ce site souhaitait travailler son image de marque, se différencier au niveau des expériences no-touristiques qu'il bénéficiait, et puis bénéficier d'un réseau. J'en parlerai un peu plus après. Donc nous, comment est-ce qu'on l'a accompagné? Dans la mise en place d'infrastructures. Donc il souhaitait, alors là c'est intéressant, puisqu'il souhaitait mettre des bornes de recharge sur chaque site. Alors pour les visiteurs, oui, mais aussi pour les personnes qui travaillent sur son site, pour encourager à la mobilité douce au niveau de ses employés. Et créer un écosystème. Là, on est sur une maison de cognac, donc ils avaient plusieurs sites sur un périmètre de 30-40 km et il s'est dit voilà, on voudrait mailler et créer un petit écosystème pour pouvoir se déplacer entre les sites avec du véhicule électrique, puisqu'on est dans des zones rurales où actuellement il y avait très peu d'offres. Donc ça c'est déjà pensé, j'allais dire, en interne. Ensuite on a pensé l'expérience, donc pareil là sur cette bulle verte là on a également mis des vélos électriques. Parfois il faut savoir que ça peut être des expériences pédestres, ça va dépendre des sites, pour découvrir le site. Donc les clients peuvent arriver, bénéficier voilà, de tout ce qui est service de recharge et derrière découvrir une expérience qui va là mettre en avant des actions RSE un petit peu diverses. Donc on va avoir un parcours qui va valoriser par exemple tout ce qui est fait au niveau R&D qu'on ne voit pas forcément en passant par les vignes, justement la petite parcelle de vignes où il y a un petit peu de recherche et développement sur des nouveaux cépages, des choses comme ça. Et donc ça va être expliqué, ça peut être expliqué donc soit parce que ce site souhaite faire les visites lui-même avec un guide, mais aussi ça peut être expliqué donc via l'application et des petites vidéos qu'on a créées. Sur un autre parcours qui est aussi sur Cognac, on a valorisé ces actions RSE en faisant parler les personnes qu'on ne voit pas. C'est aussi ça la RSE, c'est aussi impliqué. Ils en ont fait un projet d'entreprise, un projet de structure en faisant parler les maîtres de chez, les viticulteurs qui sont, parce qu'à Cognac c'est un petit peu organisé de manière différente, donc en faisant parler les viticulteurs et donc du coup les personnes qui font cette expérience, tout en disposant d'une expérience agréable à vélo électrique, vont pouvoir découvrir les métiers qui se cachent derrière et les actions qui sont engagées au niveau de ces sites-là. Et enfin, il faut savoir que nous, quand on pense les expériences, on les pense aussi vraiment du point de vue du parcours du visiteur. Donc, il y a toujours tout ce qui est dégustation qui est pensé. Enfin, voilà, c'est combiner l'utile à l'agréable, encore une fois, pour ces sites-là. Bénéficier d'un réseau, alors ça c'est le dernier point dont je parlais, donc c'est vrai qu'une bulle verte, donc nous on voit le développement des bulles vertes par région, l'avantage d'avoir, on parle de slow tourisme, de développement, donc l'avantage d'avoir un réseau et plusieurs bulles vertes sur une même zone géographique, ça permet de fixer et d'encourager les gens. Et nous, donc aujourd'hui, et c'est ce qu'on va faire en 2023, je vais vous montrer d'abord celui-là, c'est créer justement des road trips électriques. Grâce aux infrastructures qu'on va pouvoir mettre en place, on va lancer finalement des itinéraires qui vont pouvoir se faire de manière, j'allais dire, pour le visiteur, lui garantir le fait qu'il va pouvoir se charger son véhicule électrique si on en a un, ou s'il a un véhicule thermique, déjà accéder à des expériences durables, mais également penser pour sortir du véhicule thermique à pied, à vélo électrique, à trottinette tout-terrain. Et donc ça va être sur des week-ends, sur vraiment être force de proposition en combinant des séjours thématiques. Donc pour la bulle verte, en effet, donc comme vous l'avez compris, nous on se définit plutôt comme des éco-stations innovantes pour vivre les terroirs. C'est apporter du service autour de la mobilité, bornes de recharge, vélo électrique.
trottinette tout-terrain, faire avec l'existant. On travaille avec des sites qui ont déjà une partie de ces services mais souhaitent compléter l'offre, ou rejoindre notre réseau justement pour travailler tous ces itinéraires et les valoriser en groupe et créer une communauté d'acteurs du tourisme durable. Et puis derrière, on a aussi tout ce qui est ce service via notre web app où les gens vont pouvoir vraiment découvrir, j'allais dire, ces micros écosystèmes touristiques avec des petits parcours de 5, 10, 20 km autour d'un site qui nous permettent, dans cette étape de création, finalement, de créer une vraie expérience de découverte avec ce qu'on a autour. Parce qu'on est sur un territoire riche en France, donc il y a vraiment, en général, quand on prend un site et qu'on rayonne à 10, 20, 30 km, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc c'est vrai que c'est bien. Qui peut accueillir une bulle verte? Donc là, je vous ai donné 2 cas concrets, un hôtelier, un producteur. Finalement, c'est tout site qui peut accueillir du public. Nous, on va travailler avec eux sur justement faciliter. Ça va leur permettre de faciliter, sur plusieurs problématiques, comme je vous ai montré au début, faciliter l'accès aux points d'intérêt touristique depuis son site, puisque un hôtel ou un restaurant peut être point d'entrée du territoire et peut souhaiter capter ou offrir ou avoir une offre un petit peu différenciante et différenciée, et ou créer une activité à part entière pour rallonger les séjours, générer plus de chiffre d'affaires également. Et enfin, ça permet vraiment de penser au niveau d'un territoire, ça permet vraiment de faire rayonner les visiteurs. Je parlais du premier cas de figure et du deuxième cas également. On est souvent sur des centres, que ce soit alors Cognac ou là c'était le cas de Saint-Émilion tout à l'heure, des centres, des petits villages UNESCO qui captent énormément de gens. Là, via la bulle verte, en mettant des bulles vertes sur des sites à 5-10 km, ça permet de créer des offres concrètes qui vont permettre aux gens de rayonner, peut-être en valorisant aussi d'autres choses que le site UNESCO, des points, des restaurateurs qui vont être hors de ce centre, j'allais dire, qui est déjà très occupé, surtout en saison haute. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. L'idée, c'est derrière, dans un deuxième temps, une fois qu'on a ces différentes bulles vertes, ce service de le packager et d'offrir des week-ends et des séjours. Et quand on parle en effet de véhicules électriques, on s'adresse complètement à une population locale Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme vous l'avez pu le voir, donc nous, la bulle verte, on travaille vraiment sur un accompagnement des sites avec lesquels on travaille. C'est pas juste une mise en place d'infrastructures, c'est modulaire, c'est sur mesure pour répondre, j'allais dire, au parcours, réfléchir au parcours client, mais aussi fonctionner avec les objectifs du site. Et je vais brièvement l'aborder également. Quand on parle de mobilité, j'en ai pas trop parlé, mais on parle également d'accès au territoire. Ça peut être via le train. Il faut savoir qu'on est en train de réfléchir aussi quand on parle sur ces problématiques de dernier kilomètre touristique, on est en train aussi de réfléchir à des solutions plus autonomes pour les territoires, pour justement au sortir des gares ou au sortir d'autres points d'entrée fluviaux, justement d'accéder à ces sites touristiques via des bulles vertes un petit peu différentes de la forme actuelle. Mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas également à prendre contact avec moi. Donc ça, c'est une solution qui va rentrer en expérimentation sur 2023-2024. Donc voilà, merci à vous et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Parfait, merci Cyrielle. Merci Cyrielle. Impeccable. Nous avons plusieurs questions, oui. Alors, je vais départager mon micro. Voilà. Ouais. Donc, il y a une première question de Tom qui dit, pour les itinéraires vélo, vous vous basez sur des itinéraires déjà présents, par exemple, mis en place par des offices de tourisme, ou produisez-vous un parcours à partir d'une feuille blanche? Alors, ça dépend. L'idée de faire avec l'existant, ça va être si par exemple on est sur un territoire où il y a en effet des voies vertes, des parcours qui ont déjà été faits, l'idée c'est de l'utiliser et de le valoriser. Donc, s'il y a un besoin de créer, on a été sur des territoires où il n'y avait rien du tout, donc forcément on a créé. On a été sur des territoires où il y avait déjà des choses faites, donc en partenariat avec l'office de tourisme, on s'est dit voilà, ça a déjà été pensé, autant l'intégrer et justement le valoriser d'un point d'entrée différent. Peut-être que l'information de l'office de tourisme parfois est visible à l'office du tourisme. Là, on se dit, on est sur un point d'entrée différent chez un acteur privé. Utilisons ça peut-être en le mettant d'une manière un petit peu différente. Mais nous, on se met pas de limite. L'idée, c'est vraiment de collaborer, de faire avec l'existant, tant au niveau infrastructure qu'au niveau, j'allais dire, offre touristique, ce qui est déjà pensé, l'intégrer. Merci. Il y a Evelyne qui pose également une question qui dit, quand on a déjà une activité principale d'hébergement, proposer des services complémentaires comme de la location de vélo électrique, est-ce qu'il faut entreprendre des démarches administratives, style changement du code APE, des choses comme ça? Et puis, idem, si c'est pour proposer une dégustation de produits locaux, est-ce qu'il faut un certificat d'hygiène alimentaire? Voilà. Est-ce qu'il y a des démarches à effectuer?
Alors oui, en effet, l'idée, c'est après, donc là, vraiment, on rentre, j'allais dire, dans le détail, mais ça, c'est des choses qu'on peut discuter ensemble. Ça va dépendre des sites. Parce que, comme je disais, on a des sites déjà qui ont de restaurateurs. Enfin, l'hôtel avec lequel on travaillait faisait déjà de la restauration. Donc ça, voilà, on avait déjà des choses au niveau, j'allais dire, légal qui étaient déjà faites. Mais en effet, il y a des petites choses à voir. Nous, on accompagne aussi les sites là-dedans, c'est-à-dire voir... j'allais dire au niveau législation, activité touristique, tout ce qui doit être fait, tout ce qui existe, parce que ça va vraiment dépendre d'un site à un autre. On n'a pas forcément besoin d'un code APE différent pour le voilà, parce que par exemple aujourd'hui, pour vous donner concrètement l'idée, quand je travaille, on a beaucoup de bulles vertes chez des vignerons qui sont viticulteurs qui n'ont même pas de code APE tourisme mais qui mettent et c'est complètement légal de mettre ces activités en place. Donc voilà, donc ça, nous, on a fait le travail de vérifier tout ça avec des avocats, avec des assureurs également. Donc voilà, mais ça, vraiment, dans la conception, on réfléchit à tout ça et c'est pareil sur tout ce qui est mise à disposition des vélos. Nous, on vous accompagne pour tout ce qui est contrat, etc. Donc c'est intéressant comme question et ça va dépendre, j'allais dire, ça, c'est des points qu'on regarde dans la co-construction de la bulle verte, tout à fait. Moi, j'avais une question, Cyrielle, c'est dans le cadre de votre audit. Concernant la mise en place des bornes, vous suggérez des prestataires ou vous laissez le professionnel choisir qui il souhaite Alors tout à fait. Alors juste pour la petite histoire, donc la bulle verte en fait c'est à la base un projet en fait qui a émané d'une entreprise qui faisait de la borne de recharge à la base électrique, GreenSpot, d'une boîte bordelaise. Donc aujourd'hui on n'a pas de contrat d'exclusivité avec eux. Donc si on a un site qui souhaite, j'allais dire, nous on leur dit voilà, GreenSpot peut vous fournir ça à ce tarif-là. Donc on peut les accompagner dans l'intégralité. S'ils souhaitent faire une mise en concurrence ou qu'il y a un acteur local, il n'y a pas de souci. Il se trouve que sur les stations autonomes dont j'ai parlé avant un petit peu plus, on travaille avec EDF qui a aussi un service de borne de recharge. Donc sur ces stations-là, on va plus favoriser EDF parce que voilà, c'est la réflexion qu'on est en train d'avoir. Mais voilà, donc on n'a pas d'exclusivité, mais on est capable d'amener ce service s'ils souhaitent avoir une solution clé en main qui n'ait pas à faire cette recherche. Et surtout, il faut savoir aujourd'hui, la borne de recharge, certes, c'est une prise, mais un petit peu, j'aime bien souvent faire l'analogie, quand vous achetez un ordinateur ou un téléphone, si vous avez que l'ordinateur et que vous n'avez pas le logiciel à l'intérieur, vous n'allez pas faire grand-chose et vous allez peut-être avoir des soucis. Donc, c'est pareil pour la borne. C'est bien de s'adresser à des entreprises spécialistes qui vont pouvoir vous aiguiller parce qu'aujourd'hui, on parle d'attractivité. Il faut savoir que la plupart des bornes, et surtout celles qui sont aidées via l'ADEME, il faut savoir que justement, dans l'installation des bulles vertes, on a une aide toujours qui a été renouvelée pour l'installation de ces mises en qui est systématique et ça on s'occupe nous des dossiers de subvention, je préfère le préciser, pour les sites dans l'installation des bornes. Il faut savoir qu'elles sont géolocalisées, donc ça vous permet de vous mettre sur une carte, donc tous les utilisateurs de véhicules électriques vont faire ça. Donc si vous êtes un restaurateur ou un hôtelier ayant de la restauration, si vous avez quelqu'un qui est en itinérance qui passe par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, qui part de Paris, qui va sur la Côte d'Azur, si vous avez une borne et qu'il a un véhicule électrique, peut-être qu'il va s'arrêter dans votre restaurant le midi, comme j'ai dit, 2-3 heures, va lui permettre de recharger 200 km. Et puis c'est aussi l'inciter à rester un petit peu plus longtemps sur le territoire. Et merci. Tout à fait. Parfait. Merci à toi, Cyrielle. Merci. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc c'est que c'est tout clair. En tout cas, j'ai mis les coordonnées de Cyrielle dans le chat. Donc, vous pouvez les récupérer aussi à ce moment-là. Voilà. Merci, Cyrielle. Du coup, nous allons passer à la personne suivante qui est Aurélien, qui va vous présenter la solution Prairie. Voilà. Donc, Aurélien, je te laisse prendre la main, du coup. Et je t'en prie, c'est à toi. Parfait. Je partage mon écran. Parfait. Alors, présentation plein écran. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Parfait. Impeccable, parfait. Hop. Merci pour l'introduction, Alicia. J'en profite également pour remercier le CRT Bourgogne-Franche-Comté et OTL pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Donc, moi, je suis Aurélien, je suis cofondateur de Prairie. On est une start-up basée à Lyon et on accompagne les territoires aujourd'hui dans la promotion de leur destination auprès des clientèles locales. Donc, à travers une plateforme qui est une application mobile, mais aussi à travers notre média. La problématique que nous allons aborder ensemble ce matin, c'est comment valoriser les expériences touristiques en milieu rural, donc auprès de ces clientèles de proximité.
Ce tourisme de proximité, on en parle évidemment beaucoup depuis 2 ans, hein, depuis la pandémie. Au début, on a pu se poser des questions, est-ce que c'est une tendance? Aujourd'hui, clairement non, hein, je pense qu'on peut le dire, c'est le nouveau visage d'un tourisme plus responsable. Et surtout, ça doit devenir le pilier stratégique de développement touristique des territoires. Je pense que le cas de Sortez chez vous, hein, l'initiative du CRT en est le parfait exemple. Pour nous, le tourisme de proximité, c'est le tourisme de demain. Pourquoi? Parce que c'est tout d'abord, je dirais, une réponse aux nouvelles attentes des Français en matière d'écologie. Forcément, je voyage moins loin, je vais pouvoir un impact réduit en termes d'émissions, notamment liées au transport. Je vais pouvoir aussi privilégier des modes de transport plus doux, hein, je pense au train ou encore au vélo. Le tourisme de proximité, pour nous, c'est aussi une solution pour réguler la fréquentation touristique. Alors, on parle notamment en France, hein, de tourisme de masse à certaines périodes de l'année sur certains sites. Pour nous, tout l'enjeu, c'est aussi d'être capable, je dirais, de mieux répartir les visiteurs donc dans l'espace, en les incitant à aller découvrir, je dirais, des sites plus méconnus, de sortir des sentiers battus, mais aussi dans le temps, et ça, il faut que vous en ayez conscience, il faut aujourd'hui très clairement miser sur un tourisme 4 saisons. Et puis enfin, l'habitant, aujourd'hui, il faut le voir comme une clientèle refuge. Pourquoi? Parce que premièrement, l'habitant est moins vulnérable d'un point de vue économique, hein, je pense que ça fait beaucoup de sens, surtout en ce moment, et il est aussi plus simple à fidéliser. Et pour ça, j'avais envie aujourd'hui de vous parler voilà, d'un cas concret, d'un cas qui est un client à nous, hein, qui est le territoire de Pérouges-Bugey, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un territoire en milieu rural, donc situé dans le département de l'Ain, donc à la frontière avec le Jura et la Saône-et-Loire, qu'on accompagne depuis 2021 dans la promotion de sa destination et qu'on accompagne aussi surtout sur 3 problématiques et 3 enjeux qui étaient comment est-ce qu'aujourd'hui le territoire de Pérouges peut valoriser des sites et des activités méconnues. Alors pour la petite présentation, Pérouges, c'est un village labellisé plus beau village de France. Et tout l'enjeu, c'est d'inciter les visiteurs à découvrir une autre facette de la destination. Alors certes, il y a ce village de Pérouges, mais il y a aussi plein d'autres attraits touristiques. Donc la volonté, c'est vraiment de faire rayonner le territoire, le voyageur sur le territoire, et surtout de l'inciter en fait à en découvrir plus. Le deuxième enjeu, je dirais, sur ce projet, ça a été évidemment de toucher les voyageurs de proximité, donc de cibler les habitants, les locaux, donc à l'échelle du département de l'Ain, mais plus globalement à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis surtout de toucher, je dirais, un vivier d'excursionnistes, hein, qui est situé plutôt dans la métropole de Lyon, qui est à moins d'1 heure de trajet du territoire, et qui aujourd'hui représente en grande partie en fait la communauté prairie. Et puis enfin, le dernier enjeu de ce projet, je dirais que ça a été d'être capable de développer un tourisme raisonné en protégeant certains sites. Il y a eu des cas, notamment lors du déconfinement sur le territoire, voilà, de surfréquentation et de dégradation, notamment au sujet d'une cascade. Donc il y avait une volonté aussi, je dirais, de mettre en avant plutôt un tourisme bienveillant. Et pour ça, comment ça se passe en fait comment est-ce qu'on fonctionne quand on accompagne un territoire, comment est-ce qu'on a travaillé avec Pérouges? Premièrement, on va l'aider à dénicher en fait les pépites de ce territoire. On va vraiment avoir un rôle de conseil. Alicia l'a très bien dit. Aujourd'hui, les clientèles de proximité, il y a il y a des envies, il y a des besoins. Je parle notamment de recherche d'authenticité, de quête de sens. Il faut que tout ça réponde à leurs valeurs. Donc, c'est des clientèles que nous, on travaille depuis 3 ans et qu'on connaît très bien. Et vous pouvez le voir devant, on est parti en fait sur une sélection de 12 sites et activités incontournables du territoire, en essayant d'avoir un mix, je dirais, homogène entre des attraits touristiques liés à la nature, donc avec des idées de balade, un lac, des points de vue ou encore une grotte. On a aussi souhaité évidemment valoriser l'aspect patrimoine du territoire, alors avec d'autres villages à découvrir. Voilà, donc encore une fois, l'enjeu de se dire il y a le village de Pérouges, mais il y a aussi d'autres choses à explorer sur le territoire. On a mis en avant un château, on a mis en avant une abbaye, et ensuite on a aussi souhaité valoriser de l'offre d'activités, notamment de pleine nature, comme vous pouvez le voir à travers donc, de la Via Ferrata ou encore du canyoning. Mais c'est globalement cette sélection d'offres qu'on a construite main dans la main avec le territoire de Pérouges-Bugey. Une fois que cette sélection en fait a été faite, nous, on les a accompagnés ensuite sur la digitalisation de cette offre. Et pour ça, on a mis à disposition notre plateforme, donc notre application qui est Prairie, que je vous invite évidemment à télécharger. C'est une application qui est gratuite sur les stores,
et qui permet en fait de manière très simple à l'habitant, en fonction de sa géolocalisation, d'accéder à des suggestions d'escapades près de chez lui selon son envie du moment ou encore son mode de transport. Les offres qu'on a sélectionnées avec Pérouge au budget, nous, l'essentiel de notre travail il a été premièrement fait sur la partie édito. Donc en interne, on a rédigé tous les descriptifs des offres que nous avons sélectionnées. L'idée, c'était de créer le contenu le plus expérientiel possible. Nous, on a un ton, on emploie aussi un peu d'humour et on a surtout la volonté d'avoir une homogénéité dans tous les contenus qu'on a dans l'application. Donc, on retravaille les descriptifs. On les fait évidemment derrière validés par le territoire. On accompagne aussi le territoire sur la sélection des visuels à mettre en avant. Et ça, je pense qu'il faut que vous en ayez aussi conscience. Il faut travailler l'image, il faut travailler la photo, il faut travailler la vidéo pour que vos territoires soient aujourd'hui le plus attractifs possible. Et puis ensuite, sur notre plateforme, nous, on vient ensuite agréger des données qui nous paraissent les plus évidentes et qui sont là vraiment pour faciliter le tourisme de proximité. Donc des données liées à la mobilité et à l'itinérance, donc des temps de trajet à pied, à vélo et en voiture avec les émissions de CO2 depuis ma position, les gares les plus proches lorsque le territoire est accessible en train, et puis ensuite tout un panel d'informations, je dirais plutôt pratiques lorsqu'elles sont nécessaires, donc les tarifs, les horaires, les contacts vers les sites des offices du tourisme, vers les sites des sociopros. Et pour ça, on fait une connexion au SIT pour avoir effectivement, je dirais, une information mise à jour en temps réel et une information véridique à fournir à nos utilisateurs. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, digitalisation de l'offre du territoire. Et ensuite, nous, on est aussi et surtout un média sur lequel on va permettre au territoire je dirais, d'accroître sa notoriété. Et pour ça, on va actionner différents leviers. Donc, pour le cas de Pérouge Budget, on a commencé par rédiger un article sur notre blog, voilà, que vous avez devant les yeux, qui s'intitule « Le top 10 des spots à visiter de Pérouge au budget ». Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est un article de blog qui se positionne en première position sur Google. C'est plusieurs centaines de requêtes par week-end. Et surtout, la force de cet article, c'est qu'il permet au lecteur qui, à l'origine, est intéressé pour visiter le village de Pérouge, de se rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir sur le territoire. Ensuite, on a actionné un autre levier, donc, qui est une newsletter qu'on envoie aujourd'hui à un peu plus de 16 000 personnes à l'échelle de la France, sur laquelle on va travailler l'histoire, travailler l'édito autour de la destination, et puis vraiment inciter nos lecteurs à en savoir plus, à en découvrir davantage, en se rendant sur notre blog donc, pour lire l'article de blog, ou encore en allant sur l'application pour découvrir le territoire, je dirais, plus en profondeur. Et puis enfin, un dernier levier qu'on a actionné, qui est un format d'influence. Alors nous, en tant qu'équipe Prairie, on s'est rendu sur le territoire pendant une journée, donc en tant qu'excursionniste au départ de Lyon. Et ça a été un moment pendant lequel on a découvert, on a exploré le territoire, on a visité certains sites touristiques référencés sur l'application, on a testé des activités et derrière, on a surtout restitué un contenu sur nos réseaux sociaux, donc sous du format de la vidéo, donc du contenu qui est forcément plus engageant, plus immersif. Et tout l'enjeu, voilà, ça a été de présenter le territoire et surtout, voilà, je dirais d'accroître sa notoriété et de donner vraiment envie à notre communauté de se rendre sur place le week-end prochain pour venir découvrir la destination. Alors, tout ça a été mis en place et a eu forcément derrière des résultats. Pour vous donner quelques chiffres sur le dispositif qui a été mis en place avec Pérouge Budget, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 consultations, donc des 12 offres qui ont été référencées sur l'application Prairie, ce qui fait du territoire de Pérouge au budget aujourd'hui le top 3 des destinations les plus consultées en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vraiment, on leur a permis de gagner en visibilité auprès de ces clientèles de proximité. Et puis, un dernier point, et ça, je ne vous l'ai pas dit, mais l'utilisateur de Prairie dans l'application est plutôt très engagé et adore en fait laisser son avis après avoir fait une balade, après avoir visité un village. Pourquoi? Pour partager son expérience avec les autres visiteurs, mais aussi pour partager avec nous ce qu'il a vécu. Et aujourd'hui, en termes d'avis donc collectés par nos utilisateurs, par les voyageurs locaux, c'est plus de 250 avis avec une moyenne de 4,5 sur 5. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ça veut dire que concrètement, on ne s'est pas trompé dans la sélection des offres à proposer en clientèle de proximité. Elles sont satisfaites, elles ont vécu de bonnes expériences. Et puis plus globalement, que l'irréputation du territoire derrière est bonne. C'est évidemment des données qu'on va aussi
fournir de manière trimestrielle à la fin de chaque saison au territoire pour qu'il puisse, lui, je dirais, améliorer l'expérience de ses visiteurs. Pour terminer sur ce cas d'usage, voilà, si j'ai 3 conseils ou 3 enseignements, je dirais, à vous donner. Aujourd'hui, les territoires ruraux, il faut le savoir, hein, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être convaincu. Ils répondent parfaitement aux nouvelles attentes des clientèles de proximité. Vous êtes le terrain de jeu idéal, hein, que ce soit en termes de besoin de reconnexion à la nature ou encore de recherche d'authenticité. Vous avez les expériences. Maintenant, ces expériences, il faut les dénicher, il faut les créer. Il faut être capable de proposer des visites et des activités de loisirs qui s'inscrivent évidemment dans une démarche durable, qui répondent aux valeurs des habitants. Je ne l'ai pas dit, mais nous aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les clientèles de proximité ont aussi la volonté plutôt d'être autonomes. Il faut savoir voilà, que les offres trop packagées ne correspondent pas forcément aujourd'hui aux attentes des habitants et des clientèles de proximité. Ces offres-là, on vous invite évidemment à les repenser, à les remarketer. À imaginer des expériences en essayant de les rendre le plus attractives possible, mais surtout en essayant de les rendre visibles auprès de ces cibles-là. Et pour ça, il faut que vous diversifiez aussi en termes de communication, en termes de promotion, en utilisant des nouveaux canaux. Prairie peut en être un, mais il en existe évidemment beaucoup d'autres. Voilà pour ce qui est de la présentation de notre solution et de la manière dont on travaille avec les territoires. Je vous invite évidemment à me contacter si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez envie de plus d'informations. Voilà, je serais ravi d'échanger avec vous et de vous présenter Prairie. Merci Aurélien. Pour cette présentation concrète et sur un territoire de l'Ain, donc un territoire de proximité pour la Bourgogne-Franche-Comté en plus. Exactement. Peut-être une petite question, Aurélien. Est-ce que vous travaillez uniquement avec les offices de tourisme ou avec d'autres types d'acteurs pour concevoir justement l'ensemble de ces offres sur un territoire? Ouais, alors on travaille aujourd'hui avec 2 typologies d'acteurs, effectivement, donc les OGD, donc aujourd'hui principalement les offices du tourisme, mais aussi les échelons du dessus, hein, donc les ADT, les agences d'attractivité, pardon, au niveau des départements. Les partenaires de CRT, mais qui aujourd'hui jouent plutôt un rôle de prescripteur auprès des OT, des ADT, mais aussi des acteurs locaux de leur territoire. Et puis enfin, la deuxième typologie de clients qu'on accompagne, ça va être plutôt sur la partie socio-pro, donc des prestataires d'activités de pleine nature, qui ont aussi la volonté de faire connaître leur offre, de la digitaliser et puis de toucher ces clientèles de proximité à travers notre communauté. D'accord, donc vous pouvez travailler en direct avec eux sans passer forcément par les gestionnaires de destination. Oui, on peut le faire aussi, oui, totalement. D'accord, ok. Et peut-être une autre question aussi. Du coup, tu l'as bien mentionné, mais quand on est du coup un office du tourisme ou autre, hein, à différents stades, faire appel à Prairie, enfin reprends-moi si c'est pas correct, mais on est d'accord que c'est aussi pour renforcer la communication et la visibilité que eux-mêmes peuvent faire via leurs canaux de communication, mais via un autre biais, peut-être toucher une clientèle qui est plus qui fonctionne peut-être plus sur des applications. Comment tu le définis ce côté-là? Ouais, effectivement, nous, ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut voir Prairie? Alors, il faut pas nous voir en fait comme une énième application, hein. Je pense qu'aujourd'hui, des agrégateurs d'offres ou de points d'intérêt, il en existe énormément. Nous, on se positionne vraiment aujourd'hui comme un nouvel outil de communication, de promotion. En fait, on est un nouveau canal pour les territoires pour se faire connaître. Et je pense que ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est notre communauté. On a la chance d'avoir une communauté qui a des valeurs, qui est engagée, qui a vraiment la volonté de se tourner vers un tourisme durable et un profil aussi qui est relativement jeune. Pour vous donner un ordre d'idée, l'âge moyen de l'utilisateur de Prairie, parce qu'on le collecte lorsqu'il laisse un avis après avoir visité un spot, c'est 29 ans. Donc on est sur un profil relativement jeune, habitant des métropoles de France, en quête de sens et d'authenticité. Donc voilà, on travaille aussi ce profil jeune qui est précieux, mais qui est aussi, j'en ai conscience, difficile à capter pour les destinations. Très bien, parfait, merci. On a une question dans le chat et ensuite on clôturera. Nous avons 2 questions. Est-ce que vous utilisez la base de données Decibel Data? Et l'offre est-elle payante? Si oui, quelle fourchette de prix tu pourrais nous donner? Je vais vous
préciser, Aurélien, si jamais vous ne connaissez pas, Decibel Data, c'est notre base de données régionale. C'est Happy pour la région Rhône-Alpes, par Bien sûr, exemple. ouais. Ouais, non, je connais très bien. Ok. On est en train de finaliser la connexion à Décibel. Encore une fois, je le précise, tout l'idée, c'est pas d'aller aspirer les flux des SIT, hein, mais c'est vraiment d'utiliser les SIT pour garantir une véracité de l'information, notamment au sujet des infos pratiques, donc tout ce qui va toucher aux tarifs, aux horaires, aux contacts. Mais effectivement, il y a une connexion qui se fait au SIT voilà, sur cette partie information pratique pour s'assurer qu'en fait nos utilisateurs aient la bonne information lorsqu'ils sont sur l'application Prairie. Par contre, nous, on vient vraiment apporter de la valeur sur la partie de description, données de mobilité et également sur l'aspect image. Et puis pour répondre à votre deuxième question en termes de fourchette de prix, donc nous, on a évidemment la volonté de permettre aux plus petits territoires, notamment aux territoires ruraux, de nous rejoindre. On a la volonté d'aller sur un tourisme ultra local et très authentique. Et pour ça, on essaie de construire une offre la plus accessible possible. Et pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, pour rejoindre Prairie, donc avoir un dispositif aussi bien sur la partie application, mais aussi sur notre partie média, on a un ticket d'entrée qui démarre à 3 500 € hors taxe. Très bien. Parfait. Merci Aurélien. Merci On n'a pas d'autres questions. Si, allez, une dernière. Virginie, bonjour Aurélien. Est-il facile de convaincre les prestataires de digitaliser leur offre ou bien ce sont des personnes déjà convaincues qui vous approchent? Question très intéressante. Alors, bonne question. Aujourd'hui, je pense qu'ils en ont conscience. On peut le dire, hein, globalement, il y a un gros retard du côté du digital sur les prestataires d'activité, que ce soit en termes voilà, de visibilité, mais aussi en termes de commercialisation. On a évidemment des prestataires qui nous approchent, donc qui découvrent l'application parce qu'on va leur recommander, mais nous aussi, notre travail, c'est aussi d'aller convaincre ces gens-là, de leur présenter notre solution et voilà, de mettre à disposition un outil qui va derrière leur permettre, je dirais, d'augmenter leur fréquentation à des périodes où ils ont moins de monde, je pense notamment aux ailes de saison ou hors période de vacances scolaires. Mais voilà, tout l'enjeu, c'est aussi d'être capable de proposer à ces gens-là de distribuer leur offre auprès des clientèles de proximité. Et l'offre marchande, effectivement, elle fait sens aussi auprès de notre communauté. Auprès du plus grand nombre. Parfait. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Merci beaucoup. Alors, il y a une personne il y a peut-être des personnes qui commencent à partir, il est 11h. On vous demande de rester 15 minutes encore. Mélanie va prendre la parole pour présenter Vaolo. Donc, c'est la dernière solution. Donc, voilà, dans 15-20 minutes, on terminera a priori ce webinaire. Mélanie, es-tu là? Oui, bien sûr, je suis là. Bonjour à tous. Merci Alicia pour le passage de parole et merci à tous. En tout cas, moi, je suis ravie d'être présent à ce webinaire. Donc, je suis Mélanie Membré, responsable du développement européen pour Vaolo. Vaolo, qui est une plateforme de mise en relation d'expériences touristiques hors des sentiers battus et entre des voyageurs soucieux de leur impact. D'autant plus ravie que je suis dijonnaise et que je peux vous montrer aujourd'hui la solution en laquelle je crois. Certains ont dû me connaître dans une ancienne vie et maintenant, voilà, je suis avec Vaolo. Alors, je vais vous partager mon écran. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'Aurélien essaie voilà, d'arrêter le partage. Parfait. Est-ce que c'est OK? C'est tout bon. Merci. Nickel. Donc, Vaolo, en fait, a une mission qui est, comme on l'a dit, de mettre en relation des hébergements touristiques et des expériences hors des sentiers battus avec des voyageurs sensibilisés à ces valeurs. Et en fait, c'est pour répondre à plusieurs enjeux. Alors, je vais commencer par quelques chiffres qui appuient la mission de Vaolo. Donc, on sait que 8% des gaz à effet de serre aujourd'hui proviennent du tourisme dans le monde. 77% de ces émissions proviennent de la mobilité, donc 40% pour le transport aérien et 21% pour l'hébergement. Donc en gros, le tourisme de masse, il contribue à la destruction des écosystèmes, à une folklorisation de la culture, c'est-à-dire moins d'authenticité, et à l'augmentation du prix des terrains entre toutes les autres conséquences. Au niveau de la situation, plus de 9% de la population mondiale vit dans une extrême pauvreté.
80% de la population pauvre vit en zone rurale et plus de 40% de la population pauvre vit dans des pays en situation de fragilité. Donc, on est face à des conséquences qui peuvent être très graves, comme la surexploitation des ressources sur ces territoires, mais surtout une exode rurale qui est due à un manque de ressources et de retombées locales. Côté voyageurs, 80% aujourd'hui, on le sait, des voyageurs, donc ça c'est une étude de Booking qui est sortie en 2022, 80% des voyageurs aujourd'hui ont une attention de voyager durablement, de manière plus responsable. 64%, eux, c'est être à l'écart du tourisme de masse, avoir un peu plus d'espace et mieux vivre les choses. 40% des voyageurs qui ne voyagent qu'en dehors de la haute saison et donc 66% des voyageurs qui veulent des expériences authentiques, représentatives de la culture locale. Donc c'est là où on voit que l'intention, en tout cas des voyageurs, se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus immersif, quelque chose qui apporte plus de plaisir, de ressourcement. Et c'est en ça, en fait, que nous, on souhaite sélectionner, trouver et mettre en lumière, en fait, ces expériences touristiques hors des sentiers battus pour s'adresser à cette clientèle. Je vais pour cela vous présenter un cas client que je viens de terminer avec l'Office de tourisme de Cœur de Sud-Ouest. La période opérationnelle, elle s'est déroulée de septembre à novembre, donc c'est une opération en tout cas qui peut aller relativement vite. J'étais en lien, donc c'était une demande en tout cas de la directrice Émilie Ogade qui voulait répondre en tout cas pour son territoire à plusieurs enjeux. Le premier, c'était la création d'expériences en liant des hébergements touristiques éco-responsables adhérents à l'Office de tourisme avec des activités qui sont non carbonées du territoire. Et comme ça, multiplier la mise en lumière et les thématiques d'expérience liées à ces hébergements. Le deuxième enjeu, c'est un besoin de visibilité auprès d'une clientèle sensible à la protection de l'environnement et à toutes ses valeurs, mais également à trouver une clientèle plus internationale. Et la distribution en accord avec leur stratégie de tourisme durable du territoire. Émilie a pu en tout cas mettre sur l'opération Kevin, qui a été le chargé de mission et qui a fait office en fait d'explorateur, comme on vous l'a dit très rapidement au début. Mais en fait, chez nous, chez Vaolo, le côté un peu inédit, c'est l'explorateur qui va aller sur place, visiter, et ensuite c'est lui qui raconte l'expérience qu'il a vécue. Et là, en fait, c'est Kevin, un chargé de mission au sein de l'Office de tourisme, qui est devenu l'explorateur de l'opération. Une petite situation de où se trouve Cœur de Sud-Ouest. L'idée, donc parmi tous leurs adhérents, il y avait 18 hébergements éco-responsables qui correspondaient à nos grilles de critères que je vais vous présenter juste après. Et donc, ça nous a permis de créer en tout 59 expériences touristiques bas carbone autour de ces hébergements. Nous, en tout cas, ce qu'on aime bien, c'est que pour chaque hébergement, on puisse tout simplement créer 3 expériences touristiques thématiques différentes. Ça peut être lié au côté culturel, patrimoine, au bien-être, par exemple des stages de yoga, au côté artisanal, mais l'agritourisme aussi. Et enfin, ça peut être tout ce qui est aussi tourisme créatif. Par exemple, apprendre à faire des choses, ça, notre clientèle, elle adore pour s'immerger complètement sur le territoire. Je vous présente rapidement donc ce que donne en fait la page partenaire lorsque on fait ce genre de partenariat avec Vaolo. Donc nous avons un endroit dans notre site où ce sont nos pages partenaires et ici donc la page de Cœur de Sud-Ouest. Comme vous le voyez, on met bien en avant vraiment toute la charte en tout cas du territoire avec le logo, mais également on met des liens de redirection directement vers leur site et leurs réseaux sociaux, ainsi qu'un petit texte qui explique la philosophie du territoire et quelques photos d'illustration. Ensuite, un peu plus bas, quand vous descendez, vous trouvez tous les hébergements qui ont participé à l'opération. Comme vous le voyez ici, donc évalué par Cœur de Sud-Ouest, c'est tout simplement que là, c'est l'Office de tourisme qui était assuré des critères et de l'engagement de l'hébergement. Et lorsqu'il y a écrit « Exploré par Kevin Barra », là, en fait, on a envoyé l'explorateur pour certifier les initiatives qui étaient mises en place. Et ensuite, donc, ces hébergements deviennent des expériences
Et donc là, on peut voir les thématiques qui sont abordées, où on retrouve le no-tourisme, c'est aussi une terre de vin, le sud-ouest, mais également des randonnées autour d'un lac ou des balades en mobilette et voiture vintage, en sachant qu'ici, c'est électrique. L'idée était tout simplement de sortir les touristes et les voyageurs des zones les plus visitées vers des destinations moins fréquentées, et ce, sur un format de 2 nuits minimum dans le même hébergement. Et donc, qui sommes-nous? Donc, Vaolo, je vous ai présenté rapidement, mais en fait, Vaolo est une initiative qui est québécoise, qui existe depuis 2019, mais surtout, en fait, elle a été créée par une ONG qui s'appelle Village Monde et qui, elle, existe depuis 15 ans. Et c'est là, en fait, où on comprend les fortes valeurs qui accompagnent Vaolo et qui se ressentent aussi bien dans notre façon de présenter les choses que dans notre business model. Donc, très rapidement, en tout cas, et c'est vrai que c'est aussi là-dessus que l'innovation chez Vaolo et l'éthique aussi est reconnue, c'est que tout simplement, étant donné qu'on est dans le monde entier, dans des territoires assez éloignés, on n'applique aucun frais, aucune commission, en tout cas auprès des professionnels du tourisme. C'est-à-dire que d'être sur Vaolo, c'est complètement gratuit pour l'hébergeur ou pour l'activité. Et en fait, nous, on croit très sincèrement à la contribution volontaire de nos voyageurs. Donc, c'est un travail qu'on fait auprès d'eux. On a une communauté de voyageurs engagés, on les sensibilise. Et lorsqu'ils effectuent une réservation d'une expérience sur le site de Vaolo, au cours du chemin sur le site, il va arriver à une contribution volontaire qui est automatiquement mise de l'ordre de 11% du panier, en tout cas qui a été sélectionné, mais ceci peut être complètement modifié entre 0 jusqu'à 100%. Et aujourd'hui, on est très heureux parce que les premiers chiffres montrent qu'on est aux alentours de 13% en contribution volontaire, et donc ce qui nous permet d'avoir confiance en tout cas à la viabilité de ce business model. Je vous présente très rapidement nos critères de sélection pour les hébergements et pour les activités. Donc les deux premières thématiques, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le tourisme durable. La première, bien entendu, c'est les retombées économiques sur le territoire, afin qu'il y ait un accroissement de la qualité de vie locale, que vraiment, lorsque votre voyageur arrive, l'argent qu'il dépense, et c'est aussi pour ça que ce sont 2 nuits minimum les expériences de Vaolo, ça puisse retomber vraiment sur votre territoire. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à l'impact environnemental. Donc, dedans, on va trouver vraiment les initiatives mises en place par l'hébergement ou l'activité pour préserver son environnement. Et la troisième thématique, c'est vraiment le côté Vaolo, c'est-à-dire l'humain, l'authenticité, la fierté. Nous, notre promesse à nos voyageurs, c'est en fait lorsqu'ils vont sélectionner une expérience chez nous, ils vont arriver chez quelqu'un qui est un ambassadeur, un amoureux de son territoire, et qui va complètement leur donner ses petits secrets, les petits coins à visiter, le meilleur resto local du coin, la petite ferme, etc. Et donc, en fait, il y a ce côté vraiment, un lien humain qui s'opère, et ça, c'est la première expérience de l'expérience. Aujourd'hui, on est présent, en tout cas, dans 75 pays. 3000 hébergements au total nous font confiance et présentent leur offre touristique sur le site, et ce qui a généré plus de 10 300 expériences. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, pour chaque hébergement, on va créer 3 expériences thématiques. On a déjà un réseau mondial de partenaires, étant donné notre réverbération, on va dire, sur le monde. Et donc, de ce fait, on a à la fois des partenariats dans d'autres pays. Moi, je vous ai mis en avant les partenariats que je travaille et qui sont français ou européens. Les plus gros, je vous les présente, c'est Alentour et le comité régional d'Occitanie. Mais également, par exemple, on est avec Accueil Paysan, où on va mettre en avant tous les accueils paysans. On va même essayer, en tout cas, on les aide aujourd'hui à mettre en place un outil de réservation, où il y a Guide Tao ou autre, ou pas loin de chez nous, Ardennes Tourisme aussi, qui a ses offres sur le site. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir parler et intervenir sur ces problématiques-là. Si vous voulez plus encore nous connaître et comprendre l'atmosphère et la philosophie de Vaolo, je vous encourage à aller sur notre site et à aller voir, il y a un petit bandeau parce qu'on a mis en ligne un documentaire qui dure 1 heure et qui sont en fait des récits d'explorateurs. On a suivi nos explorateurs côté Québec à la rencontre justement d'hôtes et d'activités, et vous comprendrez ainsi vraiment l'expérience Vaolo qu'on souhaite mettre en avant.
Super, parfait. Merci Mélanie. Merci Mélanie. De rien. Alors, pour l'instant, dans le chat, nous n'avons pas de réaction. C'est peut-être aussi le temps d'écrire. Nous, on a peut-être une question, Mélanie. Si on veut mettre en place un partenariat, par quoi on commence avec Vaolo? Qu'est-ce que vous demandez du coup aux acteurs qui font la démarche de venir vers vous pour nous expliquer dans les grandes lignes en quelques minutes? Oui, bien sûr. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est bien entendu à étayer, on va dire, notre catalogue, tout simplement parce qu'il y a 2 ans, non, l'année dernière, il y a l'Organisation mondiale du tourisme qui nous a mis en avant, parce que justement, on répondait à ces problématiques d'un tourisme rural. Et notre ambition, c'est de devenir la plus grande bibliothèque mondiale d'expériences touristiques hors des sentiers battus. Et de ce fait, un de mes plus gros boulots, on va dire, c'est de mettre en place des partenariats avec des offices de tourisme. Tout simplement, dans un premier temps, c'est prendre contact. Ensuite, ensemble, on va aller sélectionner et qualifier parmi leurs adhérents ceux qui rentrent dans nos critères, que ça soit au niveau d'hébergement ou au niveau des activités. De là, ils nous fournissent les données, les informations, que ce soit au niveau de l'impact, que ce soit au niveau même des critères touristiques premiers. Et ensuite, c'est du côté de Vaolo, on a une équipe d'intégration qui se situe à Québec. Et donc, c'est les équipes qui vont créer ces annonces et les mettre en valeur. Et donc, bien entendu, l'Office de tourisme, elle, a un regard et de contrôle surtout final. Et donc, ensuite, lorsque tout est mis en place, on publie la page partenaire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aussi communiquer sur nos différents réseaux de cette destination. Du coup, oui, ça offre aussi une visibilité qui s'ouvre plus aussi à la clientèle potentiellement internationale, voire Tout aussi à fait. En plus fait, on nationale. a un flux qui est très travaillé. Aujourd'hui, l'audience du site est à moitié française, mais à moitié canadienne. Et donc, là, en flux touristique, vraiment, on observe que c'est beaucoup de Nord-Américains qui passent par Vaolo pour venir en France. Et dès cette année, on va travailler la communication grand public française pour mettre aussi en avant les expériences touristiques nord-américaines. D'accord. Mélanie, dans le cadre de votre accompagnement, vous proposez également des actions digitales, des envois de newsletters, du relais sur les réseaux, des choses comme ça. C'est également Tout à fait. compris de votre accompagnement auprès des partenaires? Oui, tout à fait. Après, on s'adapte en fonction des moyens dont déjà disposent les offices de tourisme, que ça soit au niveau humain ou en termes de canaux. Mais quoi qu'il en soit, nous, après, on appuie le partenariat auprès de notre grand public à nous, par le biais de newsletters sur nos réseaux sociaux. Et ce sont aussi nos explorateurs qui sont, parce qu'on a une communauté d'explorateurs. Moi, aujourd'hui, j'ai à peu près une 50aine d'explorateurs à travers l'Europe. Plus de la moitié sont en France actuellement et cherchent justement des expériences touristiques à aller vivre pour les raconter. Donc, tout ça fait qu'on communique fortement de chaque opération qui est créée. Créé, ouais. Ok, très bien. Parfait, mais je pense que Pas de l'on est questions. bon. Non. Nous avons Bon, en tout cas, les coordonnées de Mélanie, comme d'habitude, sont dans le chat. N'hésitez pas à revenir vers elle, comme tu le disais, pour avoir plus d'informations et pouvoir échanger peut-être plus longuement que les 10-15 minutes que l'on vous donne. Et volontiers, merci en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, nous allons pouvoir conclure ce deuxième webinaire, en tout cas. On remercie les intervenants pour nous avoir présenté leur expertise et leurs solutions. Et avec, en tout cas pour tous, comme objectif de valoriser nos destinations. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est l'importance de s'adresser à cette clientèle touristique locale. Les habitants sont les premiers ambassadeurs, comme on dit, de leur propre région. L'importance de la visibilité donnée aux offres touristiques disponibles a largement aussi été mise en avant. Et on a vu comment mettre la mobilité finalement au centre d'un parcours de visite. Donc, des idées que l'on essaie de vous présenter pour nourrir les réflexions et peut-être de futures actions. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours à Florence ou à nous-mêmes sur les contenus apportés lors de ces webinars. Donc voilà, on les prendra les considérations. Et je vais partager du coup les dates. Des prochains rendez-vous. Voilà, tout à fait.
Donc, nos prochains rendez-vous, donc mardi prochain, donc c'est bientôt là. Il y aura un webinaire dédié à Decibel Data, donc à la base de données régionale touristique partagée. Donc, Marie Boularès, qui est en charge au sein de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et qui gère Decibel Data, vous présentera toutes les astuces pour apparaître sur les différents sites de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et également vous dira quelles sont les infos indispensables pour être référencé sur Internet. Le prochain webinov en compagnie d'OTL donc, sera le jeudi 8 décembre et là, nous aborderons les thèmes de la micro-aventure et de la gamification. Et puis après, on fera une petite pause pour les fêtes de fin d'année et on se retrouvera au mois de janvier, le 12 janvier, pour un webinaire sur l'itinérance touristique en lien avec le no-tourisme. Et puis enfin, le dernier webinaire aura lieu le 26 janvier et là, nous aborderons la thématique du patrimoine sur les territoires. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à Alicia. Merci aux 3 startups qui nous ont accompagnés ce matin. Le sujet était intéressant et donc vous allez tous recevoir très très vite le lien replay et la présentation. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, bonne journée.